Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le retour de Nicolas Sarkozy, une nécessité selon Brice Hortefeux. Le député européen plaide pour retarder le congrès de l'UMP et juge inutile l'organisation d'une primaire à droite. La nouvelle carte des régions va-t-elle permettre au gouvernement de faire des économies? Élus locaux et économistes doutent de la réalité des gains promis par l'exécutif. Débat à suivre dans ce journal. L'aide à domicile auprès des publics fragiles, un système à bout de souffle, à réformer d'urgence, conclusion d'un rapport sénatorial. On en parle avec notre invité ce soir, le sénateur UDI-UC, Jean-Marie Von Neurenberg. Un G7 sans Vladimir Poutine. Les grands de ce monde se réunissent ce soir à Bruxelles pour un dîner de travail largement consacré à la politique internationale, l'Ukraine en tête. Mais les questions économiques seront aussi abordées dans un contexte de croissance mondiale en berne. À la charge de François Fillon hier contre la gestion de l'ancienne direction de l'UMP, les sarkozystes ripostent et montent au créneau pour réclamer le retour de Nicolas Sarkozy, un des très rares avec Alain Juppé à pouvoir rassembler la droite. Ce sont les termes de Dominique de Villepin. On voit tout ça avec Jérôme Rabier. Le bureau politique de mardi prochain à l'UMP promet d'être animé. Car pour décider qui assurera l'intérim à la tête du parti jusqu'au congrès prévu à l'automne, il va falloir se mettre d'accord. Pas gagné après la charge de François Fillon, qui a réuni ses fidèles hier et qui a critiqué la gestion des 2 dernières années. Aujourd'hui dans Le Monde, la contre-attaque du sarkozyste Brice Hortefeux n'a pas tardé et il évoque un retour de Nicolas Sarkozy qui est pour lui devenu une nécessité. En clair, seul lui peut diriger l'UMP après le congrès, une évidence partagée par d'autres fidèles. Qui est le candidat souhaité par la grande majorité des adhérents de l'UMP? Je ne parle pas de l'opinion publique, on verra après, c'est une deuxième étape. Mais des adhérents pour présider l'UMP, Nicolas Sarkozy. Par conséquent, oui, il y a un appel à ce que Nicolas Sarkozy accepte d'être candidat à la présidence de l'UMP en octobre. Une éventualité qui ne ravit pas tout le monde. Alain Juppé a clairement fait savoir qu'il souhaite que le futur président du parti ne se présente pas aux primaires pour désigner le candidat de 2017. Impensable en cas de retour de Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin, pressenti pour assurer l'intérim jusqu'au congrès aux côtés d'Alain Juppé et François Fillon, appelle chacun à modérer ses ardeurs. Aujourd'hui, pour moi, comme pour un certain nombre de responsables de l'UMP, la question numéro 1 est l'organisation du congrès et les conditions d'un congrès serein. Englué dans l'affaire Big Malion, l'UMP replonge dans les guerres de clans qui avaient, fin 2012, mis l'existence du parti en danger. Les querelles d'hier n'étant pas réglées, le psychodrame pourrait de nouveau frapper l'UMP. À peine annoncée, la réforme territoriale suscite déjà critiques et incompréhensions. Au cœur des débats, la question des nouvelles capitales régionales. Comment vont-elles être choisies? La bataille s'annonce rude et il y aura forcément des déçus. Faustine Saint-Geniès. Dijon ou Besançon, Caen ou Rouen, la guerre des capitales aura bien lieu. En réorganisant la carte des régions françaises, le gouvernement a pris le risque d'ouvrir des luttes fratricides entre les capitales régionales. Mais comment trancher? Quels critères retenir? Pour la future région Alsace-Lorraine, certains comme Fabienne Keller, sénatrice et ancienne maire de Strasbourg, ont déjà fait leur choix. Dans l'Est, tel que l'Est semble organisé aujourd'hui, Alsace-Lorraine, je demande que Strasbourg soit clairement et dès à présent annoncée comme la capitale naturelle de cette grande région, au titre notamment de sa mission européenne. Difficile de trancher pour d'autres régions, comme le vaste ensemble Centre, Poitou-Charentes et Limousin, qui s'étend sur plus de 80 000 km². Si la région comprend 13 départements et qu'elle va de Dreux à Brive-la-Gaillarde, je ne sais pas moi où sera la capitale, mais si j'ai un problème dans un collège et qu'il faut que j'aille je ne sais pas où, moi, à plusieurs centaines de kilomètres, pour rencontrer le responsable, il y a une petite difficulté. Aucune des 3 capitales régionales, Poitiers, Orléans, Limoges, n'est une métropole. Et certains évoquent le choix de Tours, point stratégique dans le réseau SNCF. Reste la question de la méthode. Matignon affirme que les capitales seront choisies par décret. De nombreux élus mettent en avant le libre choix des collectivités.
Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors une autre difficulté avec cette réforme territoriale concerne cette fois le calendrier parlementaire. L'exécutif souhaite aller vite, mais qu'en est-il exactement? Alors d'abord, pour être bien clair sur cette réforme territoriale, c'est qu'il va y avoir deux textes. Un texte qui remanie la carte des régions, qui valide le passage de 22 à 14 super-régions. Un autre texte, lui, va concerner les compétences de ces régions et la montée en puissance de l'intercommunalité. Alors pour revenir au niveau du calendrier, il y a une certitude, c'est que ces deux textes seront présentés le 18 juin en Conseil des ministres et qu'ensuite ils seront d'abord examinés par le Sénat. C'est constitutionnel, tout texte qui concerne les territoires est d'abord examiné par la Chambre qui représente ces territoires. Alors a priori, ça serait pour début juillet pour le premier texte, celui sur la carte des régions, et le deuxième texte, celui sur les compétences, serait lui examiné après les sénatoriales, donc à l'automne. Alors on le sait, et ça a été entendu lors de ce sujet, ce texte crée de nombreuses tensions chez les élus locaux, élus qui représentent, que les sénateurs représentent. Alors ce calendrier, cette interférence avec les sénatoriales, cette méthode, ce passage en force de l'exécutif, tout cela, ce n'est pas très heureux pour la majorité ici à la Haute Assemblée. Rappelez-vous, en 2011, on avait dit qu'une autre réforme territoriale, le fameux conseiller territorial de Nicolas Sarkozy, a sûrement coûté à la droite le Sénat. Ici d'ailleurs, l'opposition, comme la majorité, promettent du sport à l'exécutif. Le socialiste Jean Piassoir, que lui aussi on a entendu lors du sujet de Faustine Saint-Geniès, promet un détricotage en règle du texte. Je le cite, « On n'est pas des vaches qui regardent passer les trains ». Merci Tam. La réforme pénale se prépare aussi au Sénat. Alors que le texte est en discussion à l'Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat a organisé ce matin des auditions sur la prévention de la récidive. Aujourd'hui, la parole était donnée aux associations de défense des victimes qui accueillent plutôt bien le texte défendu par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, Quentin Calmy. La contrainte pénale, c'est la mesure phare de la réforme de Christiane Taubira. Cette peine de probation destinée aux petits délits serait alors effectuée en milieu ouvert. Une mesure qualifiée de laxiste par l'opposition à l'Assemblée nationale, mais que certains parmi la droite sénatoriale seraient prêts à voter. Le texte est également vu avec bienveillance par de nombreuses associations de victimes, loin de la caricature. Ce texte ne va pas à l'encontre des intérêts des victimes ou de l'intérêt du citoyen lambda, qu'on n'est pas là dans un laxisme. Je ne crois pas, tout politique qu'il soit, a en tout cas la responsabilité et le devoir de penser à la protection des citoyens. On ne peut pas être manichéen et simpliste dans des questions qui concernent l'humain, quel qu'il soit, auteur ou victime. Objectif du texte, parvenir à un équilibre entre protection des victimes et sanctions pour le condamné. Pour le rapporteur du texte au Sénat, il était important de faire participer ces associations au processus législatif. Et on a entendu ce matin des propos très responsables qui, bien sûr, veulent mettre la victime au premier rang du procès pénal, veulent que la victime ait sa place dans le procès pénal, mais qui, après, je dirais, ne nient pas les progrès qu'il faut faire par rapport aux sanctions, par rapport à la réinsertion des condamnés, qui va également dans l'intérêt des victimes. Parce que si on réinsère les gens et si on essaie au moins que quelques-uns d'entre eux ne recommencent pas, ça veut dire qu'il y aura des victimes en moins. Parmi les propositions évoquées ce matin, le droit à l'oubli pour les victimes qui souhaitent tourner la page, mais aussi l'indemnisation dès que la justice a rendu sa décision. Les sénateurs pourront proposer des modifications dans ce sens. La réforme pénale est examinée en procédure accélérée fin juin au Sénat. Et arrivé au terme de son mandat, Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, a dressé le bilan de son action. Pour lui, plus les personnes enfermées sont maltraitées, plus elles risquent de récidiver. On l'écoute. La question qui doit se poser pour la prison, c'est comment est-ce qu'on sort de la prison? Est-ce qu'on sort en bon état? Est-ce qu'on a envie de réintégrer notre société? Ou est-ce qu'on sort avec la haine au cœur pour qu'on puisse continuer à faire du mal? Bon, je crois que ces questions-là doivent se poser et elles se posent à la mesure des conditions de vie en prison, des conditions de vie à l'hôpital, des conditions de vie en garde à vue. Il y a des gens pour lesquels la prison ne sert à rien, ou plutôt elle empire, parce que la prison est source de récidive par les conditions qu'on y trouve. Et par conséquent, il faut qu'on trouve les peines adaptées. Et s'il y a des gens qui peuvent être punis sans aller en prison, j'en suis persuadé, eh bien qu'on le fasse. Non-lieu pour Jean-Michel Baillet, sénateur et président du Parti radical de gauche, dans l'enquête sur des marchés de frais de bouche du département du Tarn-et-Garonne remontant à 2004.
Comment améliorer l'aide à domicile des personnes handicapées ou en perte d'autonomie? Le Sénat propose plusieurs pistes pour améliorer le fonctionnement de ces services. Flora Sauvage. Vieillir à domicile, c'est l'objet du projet de loi présenté hier en Conseil des ministres. L'enjeu est de taille. D'ici à 2060, le nombre de Français âgés de plus de 85 ans va quasiment être multiplié par 4, passant de 1,4 à plus de 5 millions. Pour aborder ce chantier, un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat dresse une liste de propositions. Pour les sénateurs, le système actuel de l'aide à domicile est à bout de souffle. Et il faut d'urgence le réformer. Parmi les mesures proposées, les sénateurs veulent renforcer durablement la participation de l'État dans le financement de l'aide personnalisée d'autonomie, définir un tarif national de référence de l'APA et renforcer l'attractivité des métiers de l'aide à domicile. En 2012, les organismes prestataires de services à la personne employaient environ 430 000 salariés, un secteur particulièrement affecté par la crise. Et pour parler de ce rapport sénatorial, un de ses auteurs, Jean-Marie Von Laurenberg, bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC du Pas-de-Calais. Donc vous êtes avec votre collègue Dominique Vatrin, sénateur communiste, à l'origine de ce rapport. Et vous dressez ce constat, il y a urgence à agir sur les aides à domicile. Pourquoi urgence ? Urgence parce que le secteur est en difficulté. Votre reportage a été très précis sur ce point. Aujourd'hui, que ce soit les collectivités, l'État, on le sait, ont des difficultés financières. Et même si l'État aujourd'hui a réduit sa participation dans l'aide personnalisée, l'aide aux personnes âgées, eh bien, je dirais que plus personne n'arrive à boucler en quelque sorte ces budgets. Il y a une demande constante, en constante progression, et que malheureusement on n'arrive plus à satisfaire. Les tarifs horaires de remboursement de ces prestations sont trop faibles. Alors que proposez-vous pour sauver ce dispositif ? Alors, pour sauver le dispositif, bien sûr, il faut agir sur les tarifs et nous proposons que l'État contribue un peu plus à l'équilibre des comptes. À l'origine, en 2002, c'était l'État qui assurait évidemment l'essentiel du financement. Aujourd'hui, c'est pour un quart, un petit peu plus peut-être. Donc, vous voyez qu'il y a eu un déficit considérable du soutien de l'État. Et ça, aujourd'hui, ce sont les départements, les conseils généraux, d'une façon plus précise, qui participent à l'équilibre financier. Aujourd'hui, ces conseils généraux sont exsangues. Et qu'on va peut-être supprimer d'ailleurs dans la réforme territoriale. Alors comment ça va se passer pour financer ces conseils généraux vont peut-être être supprimés. Vous savez, vous avez peut-être des informations que je n'ai pas. On en parle 2020, effectivement. A dit hier François Hollande. 2020. De toute façon, l'aide aux personnes âgées continuera à exister. Il est évident que personne, pas un gouvernement, ne supprimera ce dispositif qui est essentiel et qui va devoir, je dirais, s'amplifier dans les années qui viennent avec la montée de la dépendance. Donc, je crois qu'il y a un effort considérable à envisager dans les années qui viennent. Nous suggérons à l'État de consacrer 300 à 500 millions dans les années qui viennent pour renflouer en quelque sorte ce secteur. Parce que ça se traduit par des salariés qui sont mal payés, qui n'ont pas été augmentés depuis 5 ans, des remboursements de frais qui n'existent que trop peu, et les frais kilométriques, par exemple, qui sont bloqués aussi à un tarif insuffisant. Du coup, c'est difficile de rendre attractif aussi ce métier. C'est très difficile. C'est un métier qui est essentiellement féminin, qui a besoin d'être renforcé par une formation diplômante, qualifiante, et malheureusement, les collectivités, comme les organismes, comme les associations, n'ont pas les moyens d'assurer le financement. Donc voilà, toutes les difficultés qui s'accumulent, nous tirons la sonnette d'alarme en disant « Attention, c'est créateur d'emplois, c'est une mesure, je dirais, de salubrité publique que nous souhaitons. Nous faisons appel en quelque sorte à l'aide de l'État. Je sais que l'État est en difficulté, nous le savons parfaitement, mais il y a des priorités à dégager, celle-là en est une. Alors justement, le Conseil des ministres a examiné ce matin le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Vous allez donc avoir bientôt peut-être l'occasion de défendre vos propositions au Parlement. Vous avez bon espoir qu'elles soient entendues ? Écoutez, j'ai vu le projet de la ministre. Le maintien à domicile des personnes âgées est au cœur de ce texte. Absolument. Il répond en partie
notamment par l'augmentation des prestations, du nombre d'heures. Mais le tarif horaire n'est malheureusement pas revalorisé au niveau qu'il convient. Donc nous espérons, au cours du débat parlementaire, pouvoir être entendus. Il reste pour l'État, évidemment, à dégager et à prendre vraiment ce cri d'alarme pour ce qu'il est. C'est au nom de ces salariés, au nom de ces nombreux bénévoles qui travaillent dans les associations que nous parlons et que nous nous exprimons. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie Van Dorenberg d'avoir été notre invité ce soir. Au chômage massif des jeunes, le gouvernement répond emploi d'avenir. 45 000 nouveaux contrats aidés vont voir le jour d'ici à fin décembre. Le Sénat a organisé cet après-midi un atelier sur ces emplois d'avenir. Nous sommes allés à la rencontre de Morgane, 22 ans. Il y a un an, il signait un contrat avec le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Reportage de Pauline Dame et Mounir Soussi. C'était il y a presque un an, jour pour jour. Une poignée de main du président de l'Assemblée nationale pour féliciter Morgane, 21 ans, qui démarrait son contrat d'avenir au SDIS. Aujourd'hui, pleinement intégré, il gère le matériel des 2400 sapeurs-pompiers de l'Oise. Là, nous nous trouvons au sein de l'unité logistique, plus particulièrement au sein de l'habillement. Je suis chargé de les préparer et ensuite, sur certains jours de la semaine, de les livrer au cœur des centres de secours. Avant d'obtenir ce poste, Morgane alternait des petits boulots. Alors pour lui, ce contrat, c'est une porte ouverte sur la vie professionnelle et l'opportunité d'accéder au métier de ses rêves, sapeur-pompier. Là, on se dirige au centre de secours de Thiers afin d'effectuer la livraison. Ça m'a permis d'avoir de nombreuses formations supplémentaires afin de mettre le pied à l'étrier dans la vie active, telles que le permis poids lourd, des formations informatiques. Pendant toute l'année, Morgane bénéficie d'un accompagnement sur mesure. Une confiance réciproque s'est installée entre lui et son tuteur. Et en signe de reconnaissance, le renouvellement de son contrat pour une période d'1 an, voire 2. C'est une personne de plus, comme je disais, dans le service. C'est la dynamique parce que c'est un jeune. Il s'est très bien intégré. Je dirais que c'est quelqu'un maintenant qui est pas, on va pas dire autonome à 100%, mais à 80% de ses tâches, il est fait tout seul, Morgane. Voilà, c'est un plus pour le service. Cette année, il devrait être comme lui, près de 100 000 à bénéficier de ces emplois aidés. Les maires et le pacte républicain, c'est le thème d'un colloque organisé au Sénat en ce moment même. Écoutez un des organisateurs, l'ancien ministre et maire de Vitré, Pierre Méhaignerie. Il plaide pour une simplification administrative et lance un appel aux citoyens. On l'écoute. Tout est possible, ça dépend de nous. N'attendons plus de l'État ce qu'il ne peut plus donner. Et les pays qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui font confiance aux citoyens du terrain. Simplement, arrêtons ces réglementations qui n'en finissent pas et qui tuent l'initiative et la créativité des citoyens. 24 heures Sénat, tout de suite, le débat. Et nous ouvrons le débat de ce 24 heures Sénat sur la réforme territoriale. Va-t-elle permettre de dégager des économies? On pose la question ce soir à nos invités. Jacqueline Gouraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI-UC du Loir-et-Cher. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Alain Anziani, sénateur socialiste de la Gironde. Bonsoir, merci. Alors Jacqueline Gouraud, le gouvernement espère économiser environ 10 milliards d'euros avec ce redécoupage des territoires. Est-ce que vous pensez que ça peut être un facteur d'économie ? Le redécoupage, enfin le fait qu'il y ait un nombre moins important de régions peut à terme effectivement faire des économies. Mais je ne sais pas évaluer, je ne sais pas si ces 10 milliards sont exacts. Alors on parle bien sûr du fonctionnement parce que les politiques menées par les régions, elles devront toujours être réalisées. Et la question qui se pose plutôt, je dirais aussi, c'est de savoir avec quels moyens les régions vont, si on leur donne de nouvelles compétences, si on leur transfère de nouvelles compétences, vont-elles faire ces politiques qui sont destinées, il ne faut jamais l'oublier, à nos citoyens. Alain Anziani, est-ce que ça peut être un facteur d'économie? C'est quand même une des finalités premières de ce texte. Oui, je ne crois pas, moi. Je ne crois pas que ce soit la finalité première du texte. Je sais qu'il y a eu quelques propos qui ont pu être prononcés, mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'économie. Je partage tout à fait ce que vient de dire Mme Gouraud, en tout cas dans l'immédiat. Peut-être qu'à 10 ans, oui. Mais dans l'immédiat, on va assister à quoi? Un double effet cliquet, c'est-à-dire que vous fusionnez deux régions, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Quel est le régime indemnitaire que vous allez prendre du personnel? Vous allez prendre forcément le régime indemnitaire le plus favorable.
ou sinon vous n'allez pas vous en sortir. C'est une question, hein. Il va falloir harmoniser le Bien statut sûr. des Mais agents. vous allez harmoniser par le haut, vous n'allez pas harmoniser par le bas. Et si vous regardez vos ressources, il y a, pour la part fiscale qui est faible quand même dans les régions, vous n'allez pas prendre non plus le top de la fiscalité, vous allez plutôt prendre le plus bas. Donc vous allez avoir au fond des dépenses les plus élevées et des ressources les moins élevées. Donc je pense que dans un premier temps, mais un premier temps qui peut durer des années, Alors quel est l'avantage du gouvernement dans cette réforme, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de simplification administrative. Oui, également. François Hollande le dit, le président de la République le dit. Je crois que l'objectif, c'est d'abord donner plus de lisibilité à notre carte territoriale, et puis d'augmenter l'efficacité des régions. Est-ce que les régions peuvent gagner en efficacité économique, donc notamment en matière d'emploi? Je crois que le but est là, mais c'est aussi un objet de discussion. Alors, Jacqueline Gouraud, est-ce que ça va permettre de permettre vraiment d'augmenter la performance économique des régions, une nouvelle carte? D'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'on n'est pas dans une idée nouvelle, hein. Ça fait des années. Déjà, le rapport Balladur prônait des fusions de régions, des simplifications, et rappelons aussi qu'aujourd'hui, avec la loi existante, il est possible de fusionner déjà des régions, voire des départements ou des départements. Sur la base du volontariat. Voilà. Donc, il est clair que ça n'est pas une idée nouvelle, cette idée de simplification du paysage politique, et par voie de conséquence aussi d'avoir moins d'élus, parce que c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Et je crois que c'est une réforme qui est attendue par la population. Je crois qu'il faut se moderniser. Donc c'est une bonne réforme, Jacqueline Gouraud, ce qui a été présenté hier. Vous parlez de quoi? Si vous parlez du découpage des régions, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne réforme. Si vous me parlez de l'idée de la réforme, et je crois m'exprimer même au nom de mon groupe ici, nous sommes des réformateurs et nous sommes des décentralisateurs. Donc l'idée de la réforme, nous la soutenons, sans aucune difficulté. Oui, mais Jacqueline Gouraud. Mais la méthode, après, quand on voit comment ont été dessinées les cartes, là, il y a un problème véritable de méthode, parce que on a l'impression, je crois qu'il y a 7 régions qui ne bougent pas, et au fond, les autres se sont redessinés conséquemment au fait que les autres ne voulaient pas bouger. Et alors, ça donne des organisations pour le moins curieuses. Moi, je suis élue du Loir-et-Cher, j'habite la région centre, je ne veux pas focaliser sur mon problème. Tu vas être fusionné avec Poitou-Charentes et Limousin. Hein. Oui, et je dois vous dire que je ne vois ni la cohérence historique, ni la cohérence géographique, ni économique, ni le bassin de vie d'emploi. Enfin, voyez, nous avons déjà une région qui, quand elle s'est créée en 1972, était déjà le résidu, je dirais, de ce que les autres ne voulaient pas. N'est-ce pas? Après 40 ans d'existence, nous avons réussi à faire exister notre région, à avoir un axe central qui est la Loire. Nous, c'est notre colonne vertébrale. Et nous, naturellement, nous pensions, n'est-ce pas, nous tourner vers nos voisins des Pays de Loire. Je dirais, alors, bon, eux qui regardaient peut-être plus à l'ouest encore, mais je pense que il y a là une méthode qui a été très mauvaise et qui est très choquante. Et ce que je dis là, je crois que c'est partagé sur beaucoup de bancs politiques. La région Aquitaine ne bouge pas sur cette méthode. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de critiques au sein même ici de la majorité. Est-ce que ça n'est pas un peu une occasion ratée pour le gouvernement de présenter cette réforme qui effectivement aurait dû bien transcender tous les partis politiques? Oui, je voudrais d'abord dire quand même que dans les propos du président de la République, il y a 3 points. Il y a le premier point qui est le redécoupage. Il y a le deuxième point qui consiste à dire on va donner plus de pouvoir, plus de force, plus d'efficacité aux régions. Et puis il y a un troisième point qui est ce que disait tout à l'heure Mme Gouraud, de réduire le nombre d'élus. Et je crois qu'effectivement on peut réduire le nombre d'élus régionaux. C'est là où il y a sans doute trop d'élus, pas forcément ailleurs, mais en tout cas là, à mon avis, certainement il y en a trop. Pas chez les parlementaires. Non, mais si, on peut engager la discussion sur les parlementaires et même sur le mode d'élection, etc. Ça, je crois que le débat il peut être tout à fait ouvert. Sur la géographie, l'Aquitaine reste l'Aquitaine. Bon, moi, je pense qu'on aurait pu avoir une Aquitaine élargie. Mais je dois dire que je partage aussi, vous voyez, on partage beaucoup de choses. Qu'on ait une région centre, Poitou-Charentes, qui aille de la façade atlantique jusqu'à la région parisienne, ça donne quand même un peu le vertige, quoi. Et ça donne d'autant plus le vertige que au sud de Poitou-Charentes, les 2 Charentes sont d'accord pour venir vers l'Aquitaine, ce qui est naturel. Vous habitez aujourd'hui en Charente-Maritime ou en Charente,
Vous allez à quel hôpital? À Bordeaux. Vous allez à quelle université? À Bordeaux. Vous allez à quel aéroport? À l'aéroport de la ville où je suis le maire, Mérignac. Il y a une sorte d'attractivité naturelle. Tout ça est naturel. On a l'impression qu'on a oublié la géographie et le bon sens. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que le Parlement va pouvoir faire évoluer cette carte, que le gouvernement va vous laisser suffisamment de marge de manœuvre? Hier, Marie-Lise Lebranchu, qui était notre invitée, disait que la carte parfaite n'existe pas. Ah, c'est sûr que la carte parfaite n'existe pas, mais entre la carte parfaite et cette carte, doit y avoir un moyen terme où il est possible quand même de rééquilibrer un certain nombre de choses et au fond que les gens se sentent en appartenance à une région. En tout cas, le Premier ministre l'a dit, qu'il y aurait le débat démocratique au Parlement. J'espère bien, parce qu'il ne faudrait pas que cette histoire de découpage des régions, je dirais, tue la réforme dans l'œuf. Ça serait vraiment dommage et ridicule. Et moi, j'en lance un appel au gouvernement et au président de la République pour qu'il entende ce que je suis en train de dire. Parce que ça va braquer tout le monde si on est dans quelque chose de fermé. Et l'essentiel, ça n'est pas les limites, bien sûr. C'est qu'est-ce qu'on va faire des régions, quelle fiscalité, quel service à la population. Mais on ne peut pas créer artificiellement des régions comme cela a été fait dimanche, lundi, je ne sais plus, mais enfin, comme ça. C'est un risque, ça, effectivement, que cette réforme soit tuée dans l'œuf par ces crispations autour de ce découpage, Alain Onziani. Oui, moi je crois qu'il faut toujours une sorte de bon sens presque populaire. Et le bon sens populaire consiste à dire que la Bretagne, c'est la Bretagne. Donc il va falloir un référendum, peut-être, pour asseoir ce bon sens populaire? Oui, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, vous posez cette question, on en répond à une autre. Donc le débat était quasiment impossible. Mais quand même, essayons de respecter ça. L'identité culturelle, ça existe. Le bon sens géographique, ça existe. Après, il faut évidemment la force économique, bien entendu. On en a besoin dans la période que nous traversons. Mais ignorons pas le bon sens. Je crois que c'est quelque chose qui je trouve étrange. La carte des régions, c'est la carte la plus récente. La plus ancienne, c'est celle des départements. Et je trouve que cette idée qu'on ne touche pas aux départements est une idée qui paralyse tout. Parce que si les deux Charentes ne viennent pas avec l'Aquitaine, c'est parce qu'on veut faire un bloc fusion d'une région avec une région. Mais non, mais ça ne va pas. On aurait pu au contraire profiter de cette occasion pour remettre à plat, moderniser les choses, regarder les réalités. Par le gouvernement, ils ont préféré des fusions de régions bloc à bloc. Oui, mais ça, je pense que c'est une erreur. Et j'espère profondément que le Parlement œuvrera. Moi, je veux bien qu'on dise c'est à prendre ou à laisser. Si c'est le cas, le risque est fort que ce soit laissé. François Hollande a dit qu'il ne faudra pas trop tergiverser. Donc... On peut avoir un calendrier, mais on ne peut pas interdire le travail parlementaire, surtout quand le travail parlementaire ira dans le bon sens. Jacqueline Gouraud, si je puis me permettre, c'est pas tellement nous qui tergiversons. Hein. Voilà. Il faudrait que le président de la République se l'applique. Ça s'annonce compliqué au Parlement, ici, au Sénat, pour avoir une majorité sur ce texte, Jacqueline Gouraud. Mais c'est pas une majorité sur le texte. C'est encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour la réforme et il y a eu le rapport Raffarin-Cratinger que tout le monde connaît. Il y a eu beaucoup d'autres rapports. Monsieur Belot, je pense à lui, qui a présidé avant moi la délégation et qui est donc département des Charentes-Maritimes. A fait beaucoup d'études aussi sur ce sujet. Je crois que beaucoup de gens étaient prêts à la réforme, vraiment, et des transferts. Vous parlez déjà imparfait, Jacqueline Gouraud, c'est de mauvais augure? Non, je dis ça par rapport à cet événement du découpage qui a un peu, je dirais, mis la confusion partout, mais on sait qu'il faut faire une réforme des collectivités territoriales. On a commencé. Eh bien, merci Jacqueline Gouraud. Et il faut la finir. Mais il faut la finir, je dirais, dans la cohérence et la proximité aussi de bassin de vie. Cohérence et proximité, le message est passé. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition à 22h. Sonia Mabrouk, bonne soirée et à demain.